dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui des marchés nordiques et nous en parlons avec les spécialistes de Pareto Asset Management et c'est Michel Proutot, partenaire chez Pareto AM qui est avec nous à distance en visio. Bonsoir Michel, bienvenue. Merci beaucoup de nous parler de ces marchés nordiques, toujours particulièrement riches et intéressants à suivre. Un mot de ce que représente Pareto Asset Management dans l'industrie européenne de la gestion d'actifs. Vous êtes un pur player de ces marchés nordiques, c'est ça Michel? Oui, bonsoir Grégoire. Oui, tout à fait. On est un acteur local, on peut dire, d'une certaine manière. Alors, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas si on va apporter de la lumière avec les pays nordiques, parce qu'il fait vraiment noir et il y a beaucoup de neige aujourd'hui ici à Oslo. Mais voilà, je vais essayer de m'atteler à vous expliquer pourquoi les pays nordiques peuvent apporter un peu de diversification et de stabilité dans ce monde, effectivement. Donc, Pareto Asset Management. Ouais. Pareto Asset Management, c'est déjà une société de gestion qui fait partie du groupe Pareto. Le groupe Pareto, c'est 1200 personnes à travers le monde, effectivement spécialisées sur les pays nordiques. On fait quasiment une émission obligataire ou une introduction en bourse ou un placement action par jour sur les pays nordiques. Wow. Voilà, et ça fait près de 40 ans que ce groupe financier existe. Et au fil des années, ils ont créé des filiales, dont la filiale d'Asset Management, Pareto Asset Management. On est 90 personnes, essentiellement basées effectivement à Stockholm et à Oslo. Et puis, on gère 11 milliards d'euros, moitié actions, moitié obligations, avec quelques hedge funds également. Voilà. Donc, effectivement, on s'est spécialisé, on est un local player sur les pays nordiques. Et voilà, c'est plutôt intéressant en termes de diversification. J'ai toujours entendu beaucoup de bien de ces marchés, de la qualité des entreprises qu'on y trouve, de la qualité de la gouvernance, etc. On pourra en discuter. D'ailleurs, parlons-en. Quelles sont un peu les caractéristiques communes qu'on retrouve dans ces grands marchés? Alors, on limite le périmètre, c'est Suède, Norvège, Finlande, Danemark. Ça peut aller un peu plus loin, la zone nordique, mais c'est déjà pas mal, j'imagine, quand on a ces quatre marchés-là en face. Tout à fait, y compris le Groenland d'ailleurs. On va en reparler. Bien sûr. Qu'est-ce qui les caractérise de manière assez commune d'ailleurs? Tout à fait. Alors j'ai coutume de dire en fait que les pays nordiques sont à la fois proches de l'Europe continentale d'une certaine manière, mais en même temps assez lointains. Proches, je dirais, géographiquement, mais lointains sur certains éléments qui les caractérisent, effectivement, tous ces pays-là. C'est déjà des éléments culturels, des grandes différences culturelles, je dirais, par rapport au reste de l'Europe. Par exemple, l'élément clé ici, c'est la confiance. La confiance entre les gens, ça permet quand même de faciliter les rapports sociaux, même dans le monde de l'entreprise. Il y a très peu de négociations, je dirais, marchand de tapis ici. Si vous affichez pas votre prix clairement dès le début d'une négociation, c'est plutôt mal parti. Voilà, donc la confiance. Deuxièmement, le collectif. Le collectif prime sur l'individu dans tous ces pays nordiques. Voilà, c'est ce qui fait leur force. Pour nous, latins, ça peut paraître parfois un petit peu, je dirais, standardisé, mais ça donne vraiment une force impressionnante à ces différents pays. Voilà. Et puis, ce qu'on retrouve très clairement, on le voit régulièrement, la modestie en fait des Nordiques, de manière générale. Ça, c'est lié sans doute à la religion. Le protestantisme est très présent dans tous ces pays-là. Et puis, voilà, c'est ce qu'on appelle la Jentolo, qui très clairement énonce qu'il ne faut pas se considérer comme spécial. Chaque individu doit se conformer à une certaine force collective. Donc, culturellement, il y a des différences et c'est les points qui rassemblent tous ces pays-là. Autre point qui les rassemble également. Allez-y, je vous en prie, Michel, continuez. Autre point qui les rassemble. Le deuxième point, je voulais dire, c'est la digitalisation. C'est des pays très digitalisés, en fait. On le voit dans les activités quotidiennes, dans le monde professionnel, dans les relations avec les impôts. Vous tapez mon nom sur un site norvégien, vous pouvez quasiment savoir ce que je gagne et combien je paye d'impôts. Voilà, c'est la digitalisation liée à la transparence, c'est des éléments très importants dans les pays scandinaves. Les hommes politiques sont soumis à un screening très, très, très pointilleux sur leurs activités, sur leurs revenus, sur leurs mœurs. Voilà, donc ça, c'est un environnement qui est très très présent sur les pays nordiques. Et ça vient du plus jeune âge, puisque à l'école, on met en valeur justement la confiance en soi, le bien-être, par rapport plutôt à la performance qu'on retrouve dans les pays un peu plus latins.
Donc des différences marquantes. Hein, ouais, ah bah non, mais c'est stage obligatoire pour tout le monde dans les pays nordiques, j'ai envie de dire, Michel. Oui, Non, mais... alors souvent on me demande pourquoi on n'applique pas ça dans le reste de l'Europe. Après, je pense que l'avantage fondamental des pays nordiques, c'est que c'est des petits pays. Oui. C'est des pays de Non, 5 millions d'habitants, voire 10 millions pour la Suède. Donc ça leur donne une agilité exceptionnelle et aussi une nécessité de se confronter au monde international. Vous voyez, une entreprise qui réussit ici, tout de suite, elle est obligée de se positionner sur les marchés mondiaux. Quoi. Exactement, vous dites modestie, humilité, mais ambition néanmoins. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu dire de ces entreprises nordiques qu'il y avait dès le départ une volonté d'être globale, tant la taille des marchés domestiques était petite. Le marché suédois en est un bon exemple, peut-être, Michel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une cote comme le plus gros marché, le marché suédois, par exemple, de sa richesse, de sa profondeur, de son dynamisme aussi? Tout à fait. Le marché suédois, c'est un marché très particulier. Hein. Le marché action suédois, d'ailleurs, il y a des représentants de la Commission européenne qui viennent voir un peu le miracle suédois. Hein. Je ne sais pas, alors on n'a pas tout à fait le même âge, mais il y a quelques années, on disait quand même que la Suède était la dernière station avant l'URSS, tellement c'était un régime social-démocrate où tout était un peu cadenassé. Voilà. Et ils ont fait leur mue de façon très avancée. Et c'est devenu un pays très capitaliste. Sachez qu'ici, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur les successions. Il y a un régime favorable. Si vous ouvrez un compte titre, vous n'avez quasiment pas d'imposition sur les gains en capital ou sur les dividendes. Donc voilà, il y a un écosystème qui a été mis en place, pas du jour au lendemain. Ça fait déjà 15 à 20 ans que les infrastructures ont été mises en place pour favoriser les investissements actions. Et du coup, vous avez 30 à 40% des Suédois qui ont un compte titre investi en actions. Et en plus, qui utilisent des plateformes digitales pour intervenir. Voilà. Et ça, c'est du côté investisseur et du côté émetteur. J'aime bien citer ce chiffre-là, le chiffre 501, qui pour tout le monde parle du jean Lévi-Strauss. Mais c'est aussi le nombre d'introductions en bourse sur la Suède sur les 10 dernières années. Ce qui est juste remarquable, c'est plus que la France, l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas combinés pour un pays de 10 millions d'habitants. Donc ça vous donne un peu une idée quand même du dynamisme, de la richesse des startups, des PME qui existent dans ce marché-là, sans parler évidemment des large caps qu'on connaît tous, dans différents secteurs. Le secteur industriel est très présent effectivement en Suède, mais aussi la consommation, on connaît H&M, Ikea et d'autres. Et un marché imbattable sur longue période, Michel ? Oui, alors ça, j'avais travaillé à la Deutsche Bank et j'ai redécouvert effectivement leur recherche long terme de Jim Reed, que j'adore. Et effectivement, sur 100 ans et sur 50 ans, le marché action suédois bat le marché américain. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai sur les 20 dernières années, même si la technologie et la digitalisation est très présente en Suède. Voilà, il est quand même difficile de faire aussi bien que les Nvidia et autres du marché américain. Ouais, mais 50 et 100 ans, non, mais ça donne quand même la mesure de la performance de ce marché sur longue période. Petit aparté rapide sur le Danemark. Est-ce que l'affaire groenlandaise et le niveau de tension élevé aujourd'hui entre les États-Unis et le Groenland se retrouvent dans le marché danois à Copenhague d'une manière ou d'une autre, Michel ? Alors, je vais reprendre un peu l'expression de l'un de vos invités. C'est si les colis chinois n'ont pas été comptabilisés dans la comptabilité nationale française, il en est un peu de même du Groenland. Paradoxalement, en fait, l'INSEE local n'intègre pas du tout le Groenland dans la comptabilité nationale. Donc, le poids du Groenland au Danemark, il est extrêmement marginal. C'est moins d'1% du PNB. Il y a très peu de présence des entreprises danoises sur cette île. Ça, il faut le reconnaître. Donc, une intervention militaire américaine n'aurait aucun impact quasiment sur l'activité et les résultats à la fois des banques et des corporates danois. En revanche, c'est sûr que le positionnement de cette île, qui est la plus grande au monde, en plein milieu de l'Arctique, voilà, c'est pas anodin. C'est sûr que ça a des enjeux futurs. Et ça pèse peut-être un peu sur le moral des Danois. Il faut quand même savoir que le royaume de Danemark a été une grande puissance historique au niveau européen et a graduellement perdu des territoires. D'abord le sud de la Suède, après la Norvège, après l'Islande, après une partie du Danemark qui a été rattachée à l'Allemagne.
Voilà, donc ils sont quand même dans une dynamique de perte de territoire sur plusieurs siècles, alors que voilà, ils avaient précédemment quand même un rôle régional très prestigieux, sans parler même des Vikings dans les années 800 et 900. Un dernier mot, il nous reste 1 minute. Michel, on n'aura pas le temps de détailler la stratégie de Pareto Asset Management, mais vous reviendrez pour nous expliquer plus précisément votre stratégie d'investissement, parce que du coup, on a parlé de tout, sauf de ça. Non, un mot pour dire que l'aspect crédit, l'investissement en crédit, vous l'avez dit au début, mais c'est quelque chose de très intéressant. On parle beaucoup des bourses nordiques, mais la dimension crédit génère aussi beaucoup d'appétit, Michel. Oui, c'est ce qu'on a mis en avant sur les 8-9 dernières années auprès de nos investisseurs institutionnels français et maintenant patrimoniaux. Le crédit nordique apporte une réelle diversification du fait de son fonctionnement essentiellement à taux variable avec des maturités assez courtes, donc très peu volatiles, et puis avec un pick-up de rendement assez intéressant à risque équivalent par rapport à ce qu'on peut avoir sur le marché européen. Donc, on a vraiment une très, très bonne traction sur ce segment de marché, puisque notre fonds high yield fait 1,7 milliard d'euros, je crois, et puis notre fonds crossover autour de 1 milliard. Ouais. Donc, voilà. Et puis, on le voit bien dans les différents rendez-vous qu'on peut avoir dans les territoires de France avec nos partenaires. On sent vraiment un appétit pour cette classe d'actifs. Merci beaucoup, Michel. Merci d'être venu nous raconter ces marchés, ces pays nordiques. Michel Proutot, partenaire chez Pareto Asset Management, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.